Voyons alors les pièges habituels dans ces maltraitances communes. Les pièges les plus importants sont d'abord ces deux terribles erreurs opposées. On peut rester aveugle ou nier le mauvais traitement véritable, et à l'inverse, on peut accorder du crédit à une fausse allégation ou la créer soi-même. Cependant, même quand on a établi la réalité de mauvais traitement, d'autres écueils nous guettent. Il faut savoir agir suffisamment vite pour protéger l'enfant battu ou abusé, savoir prendre les mesures immédiates de sauvegarde, mais il faut agir en même temps pour la protection de l'enfant à moyen et long terme, penser à son devenir, et donc éviter de saccager son environnement affectif s'il peut être traité et aménagé à des fins de réparation. La combinaison de la sauvegarde immédiate de l'enfant maltraité et de la protection de son futur sont parfois difficiles à organiser. En témoigne l'affaire du Mans dans les années 90, qui vit un très honorable service d'aide à l'enfance, condamné avec toute son équipe et de se faire ravager pour des années. Il avait assuré la sauvegarde rapide d'un enfant mineur, abusé par un autre jeune, mais il avait tardé à prévenir la justice. Ces pièges sont des risques permanents, même si un professionnalisme rigoureux, pluridisciplinaire, peut l'atténuer. Il ne l'élimine pas complètement, car plus que toute autre question sociale, la maltraitance physique envers les enfants, ou sa seule suspicion, déclenche des réactions émotionnelles puissantes dans toutes les couches de la société et dans toutes les professions, y compris les médecins, les travailleurs sociaux et les juges. Une expression en est le paradoxe suivant, dont la répétition se vérifie depuis des décennies. Quand une affaire de maltraitance est mise à jour, elle déclenche invariablement dans la presse des réactions indignées contre le retard du repérage, du signalement, contre la lenteur des procédures, voire contre ce que la presse appellera une complicité objective de la part des services sociaux avec les abuseurs, même s'ils sont intervenus pour y mettre fin. Cependant, dans les mêmes journaux, une affaire qui découvre de fausses allégations, suivie d'une intervention intempestive des services, déclenche le même torrent d'indignation avec des arguments exactement opposés. Des protagonistes pourtant semblables aux précédents sont accusés cette fois d'intrusion inconsidérée dans les familles et les institutions. Ce stress de l'opinion était manifeste dès le moment où le docteur Strauss a donné, dans les années 80 en France, un nouveau statut social, psychologique et médical à l'enfant maltraité. Il était pourtant nécessaire et utile. Il permettait de dépasser enfin le seul statut existant auparavant qui était radiologique. Le syndrome de Silberman, les traces sur des radios de nombreuses fractures des os d'ancienneté différentes. Celui-ci était insuffisant pour le diagnostic rapide et pour le traitement élargi du problème. Mais quand Pierre Strauss montrait à la télévision la réalité crue de ces cas, il déclenchait un incendie émotionnel sur le plateau et dans la presse qu'il n'arrivait pas à éteindre quand il passait ensuite aux explications. Les images d'enfants battus avaient anéanti la pensée du public. Dans la toute première émission, Une marche du siècle, même la grande journaliste Françoise Giraud est restée sans voix sur le plateau. Impossible alors pour ceux qui avaient reçu ce message de réfléchir sur les causes générales ou sur les histoires singulières des enfants et des familles, aux grandes dames du docteur Strauss et des autres spécialistes. Pouvait-il en être autrement ? Imaginons d'abord Sigmund Freud en 1896, quand il n'avait pas peur d'être isolé, en affrontant seul des centaines de ses pairs de la Société viennoise de psychiatrie et de neurologie. Il défendait avec raison, devant un auditoire consterné et parfois sous les quolibets, l'existence d'une sexualité infantile. Mais quelques années plus tard, ce géant intellectuel et moral
hésita à dévoiler la possibilité de l'abus sexuel d'un adulte sur un enfant. Son dernier carré d'amis l'abandonnait alors, car c'était là, même pour eux, une diablerie de trop, et ils représentaient pourtant le public le plus averti de l'époque. Finit-il par reculer? L'abus sexuel que lui relatait sa patiente fut relégué au statut de fantasme et il n'en sortit plus pour des décennies. Et c'est ainsi que 50 ans plus tard, à la fin des années 70, quand nous cherchions des références sur les abus sexuels envers les enfants, on nous orientait vers ce texte de Freud intitulé « On bat un enfant », décrivant un fantasme et rien d'autre, un texte qui fut décliné à l'infini par ses suiveurs, bien moins sous pression que ne le fut Freud en son temps. Je dois dire que le psychanalyste Christian Robineau m'a fait remarquer, à contrario de ce que je dis de Freud, et il le fait citation à l'appui, qu'à partir de 1905 et jusqu'à sa mort, Freud mentionne régulièrement la réalité des abus sexuels commis par des adultes. C'est donc 10 ans après que Freud est revenu sur le sujet, mais je suis quand même très heureux de pouvoir corriger mon idée fausse que Freud resta dans le déni. Plus tard, dans les années 80, l'Allemande Alice Miller, qui fut longtemps psychanalyste, se révolta contre l'étouffement de la psychanalyse officielle de l'époque et produisit plusieurs ouvrages dénonçant tous les types de mauvais traitements. Elle finit par considérer qu'une plainte était toujours vraie et elle fit de ce qu'elle appelait la pédagogie noire, coups, contraintes, humiliation, l'unique cause de toute la psychopathologie infantile, des troubles du narcissisme, des névroses et même des psychoses. Même si peu à peu, de colloques en revue et de séminaires en assemblée, les professionnels et les associations ont appris à réfléchir de manière plus équilibrée à ces situations, à leur diagnostic et à leur traitement, les mouvements paradoxaux de déni ou d'excitation devant la maltraitance sont en chacun de nous individuellement. Et ils sont à l'œuvre aussi dans le collectif institutionnel, c'est le point important. Le passage de l'émotion à la réflexion est constamment menacé par la sidération de la pensée et parfois par une contamination hystérique. La récente affaire Boutreau n'est qu'une affaire de plus dans une longue série d'oscillations entre les deux pôles de l'emballement médiatique, professionnel et judiciaire. Aussi, aucune situation nouvelle ne pourra jamais être traitée en routine en appliquant simplement des recettes déjà connues. Pour les personnes autistes, un risque existe-t-il aussi dans cette vaste constellation négligence, abus de la force physique ou abus sexuel sur personnes vulnérables, ou bien cette menace n'existe-t-elle que dans le contexte des caractéristiques de l'autisme? Si l'effraction dans les médias de cas de maltraitance est un indicateur de leur récurrence ou de leur nombre, on doit remarquer que dans la même période, 1970-2000, dans les années où on a découvert finalement le syndrome de l'enfant maltraité, et les décennies suivantes, dans cette même période où les maltraitances communes étaient largement traitées dans la presse, il n'y eut que peu de cas de maltraitance individuelle envers les personnes autistes qui émergèrent publiquement. C'est plutôt à travers le suivi quotidien de personnes autistes dans nos services que nous savons que l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, recueillit durant cette période, comme elle le fait encore aujourd'hui, une partie des enfants autistes, une petite minorité. Elle exerce alors pour eux ses missions habituelles de protection de l'enfance pour des enfants abandonnés par leur famille ou retirés à cause de situations précaires, dont certaines entrent dans la catégorie des négligences parentales ou des mauvais traitements physiques et psychologiques. Le nombre de ces cas est-il supérieur ou inférieur dans les familles sans autisme? Il n'y a aucune raison de penser à des différences statistiques, car si l'autisme peut survenir dans toute famille, de tout milieu, avec ou sans ressources, de toute ethnie, dans une famille structurée ou non, intégrée ou marginale, ce que l'épidémiologie et la génétique nous apprennent, les cas de maltraitance devraient survenir dans les mêmes proportions que dans le reste de la population.
Cependant, nous savons que l'ASE s'est toujours trouvée en difficulté avec ses enfants du fait de leur pathologie et de leur handicap, et qu'elle s'en est toujours plainte. Elle avait raison en ceci qu'elle fut historiquement peu aidée par les services de soins, les services de psychiatrie infanto-juvénile ou les unités médico-sociales. Elle a dû et doit encore constamment inventer des montages d'accompagnement au coût important, hôtels, personnel intérimaire, placements et déplacements multiples, à la fois protecteurs et iatrogènes, car générant eux-mêmes de l'abandonnisme psychologique chez ses enfants. Elle fut la grande pourvoyeuse, dans les décennies passées, des placements en lieu de vie à la campagne, remplacés aujourd'hui par les foyers en Belgique, avec l'assentiment des autres services. Souvent, son exaspération d'être seule à suivre ou à traîner ses enfants l'amène à s'en laver les mains dès leur majorité à 18 ans, car alors elle n'y est plus tenue par la loi. À cet âge, l'ASE peut laisser ces personnes achever brusquement leur parcours par défaut dans les hôpitaux psychiatriques pour adultes, et alors pour très longtemps. Si on cherche d'ailleurs vraiment qui, parmi les autistes, est hospitalisé au long cours en psychiatrie, on trouvera que ce sont essentiellement des personnes sans famille, abandonnées ou des orphelins. Ceci est un indicateur sérieux d'une part, que pour un autiste, l'existence d'une famille qui généralement reste solidaire de son enfant est une barrière décisive contre le destin asilaire, ce que les psychiatres ont du mal à intégrer. Et d'autre part, que les services de psychiatrie adulte, quand ils accueillent ces personnes, jouent le rôle d'ultime recours du système de protection sociale à la française, c'est souvent leur corps défendant, ce que des associations de familles dénient en les présentant comme des capteurs d'autistes intéressés et malveillants, comme les Thénardier de l'autisme. L'ASE est un dispositif d'aide à l'enfance qui reste très précieux. Peut-on imaginer qu'il soit supprimé et des milliers d'enfants jetés à la rue et hospitalisés en masse, comme il y a 100 ans? Mais nous voyons qu'avec lui pointent déjà des contradictions de l'État que nous allons retrouver à maintes reprises. Dans sa fonction de protecteur des enfants autistes, comme de tous les autres enfants en situation de maltraitance, l'État se montre ici incohérent, car il ne coordonne pas de manière volontariste, voire autoritaire, ce que je crois souhaitable, l'action de tous les services qui dépendent de lui. Quand ceux de la protection de l'enfance, l'ASE, sont mus par la loi sans échappatoire, les services psychiatriques, qui ont pourtant une obligation de soins, gardent une marge pour se désister. Pour ces enfants sans famille ou sans tutelle familiale, l'obligation de soins, qui est réglementaire et morale envers toute la population, est souvent contournée, retardée, voire refusée par la psychiatrie, jusqu'à ce que le juge l'impose par une ordonnance de placement provisoire, ce qu'on appelle les EPP. Bien entendu, comme toujours, les services de psychiatrie ont eu et ont à cœur cette coordination, mais l'exemplarité d'une minorité ne dédouane pas le dispositif global sur une période de 4 décennies. Pour ce qui relève des abus sexuels, les services spécialisés nous diront que les situations où des jeunes autistes en ont été victimes sont assez proches de celles de victimes ordinaires. Remarquons cependant quelques particularités. L'absence de langage fréquent augmente la vulnérabilité des enfants et des adolescents qui sont des proies plus faciles. Pour les plus autonomes, la méconnaissance des codes sociaux ordinaires ou leur atypicité dans la communication peuvent créer des malentendus qui encouragent les abus de la part d'autres jeunes. Les collages de souvenirs ou d'images mentales avec des images de la télévision ou des textes entendus à la radio peuvent générer des sortes d'allégations fausses. Elles sont involontaires, pourrait-on dire, car l'intention de mentir est rarement en cause, elle n'entre pas dans la capacité de la plupart des autistes. Je pourrais tout à l'heure en donner quelques exemples si cela vous intéresse. L'extrême attention des familles, des professionnels de terrain et des services de l'État devrait être la règle
pour accompagner au mieux ces situations, car ils doivent confronter, dans le calme, leurs représentations et leurs études des contextes.